En milieu aquatique, on a un problème commun avec les angiospermes en milieu aérien, qui est que puisqu'ils ont tous les deux la rubisco, c'est toujours le même problème, qui est la photorespiration. Alors je vous rappelle de faire très attention à ce terme piège, photorespiration. Le processus de photorespiration ne concerne ni la lumière, ni la respiration. C'est un beau moyen de s'en souvenir, hein, c'est un double piège. Ça concerne simplement le fait que la rubisco, si elle s'appelle rubisco, c'est parce que c'est la ribulose 1,5-bisphosphate, jusque-là pas de souci. Carboxylase, quand elle réduit le CO2 pour faire de la matière organique, pas de souci, mais elle a aussi un O, oxygénase. La photorespiration, c'est simplement la fonction oxygénase de la rubisco qui oxyde la matière organique, puisque je vous rappelle qu'une enzyme ne détermine pas le sens dans lequel elle catalyse la réaction, elle catalyse toujours la réaction dans les deux sens, et c'est juste le rapport de concentration entre les substrats et les produits qui détermine le sens de la catalyse. Donc la rubisco peut tout aussi bien catalyser la réduction de CO2 en matière organique que l'oxydation de matière organique pour reproduire du CO2. Et c'est ça qu'on appelle la photorespiration. Alors pourquoi on a eu ce nom aussi étrange, hein, c'est parce que ça ressemblait à de la respiration parce que du CO2 était libéré, hein, puisqu'on oxyde de la matière organique, et ça se faisait chez des organismes autotrophes, donc qui d'habitude utilisent la lumière, d'où cette ambiguïté au démarrage et ce nom embêtant qui lui a été donné. Donc trouver un moyen mémotechnique fort pour vous rappeler que la photorespiration n'a rien à voir avec la lumière et rien à voir avec la respiration cellulaire. Alors puisque posséder une rubisco, c'est faire face à de la photorespiration, qu'est-ce qu'il y a comme adaptation? Donc comme adaptation, il y a le métabolisme en C4 chez certaines angiospermes qui permet de réduire la photorespiration, puisque c'est le rapport CO2-O2 qui détermine si on va avoir catalyse par réduction du CO2 ou catalyse d'oxydation de la matière organique. Eh bien, toutes les adaptations portent sur ce rapport O2-CO2. Dans le métabolisme en C4, le principe c'est d'augmenter le CO2 à proximité de la rubisco en le fixant d'abord sur la PEP carboxylase qui fonctionne à vitesse maximum, donc qui permet de fixer du CO2 même quand il n'y en a pas beaucoup dans la feuille parce que les stomates sont fermés, parce qu'il fait sec. Et que ensuite, puisque ce CO2 a été réduit et fixé sur une molécule à 4 carbone, d'où le nom C4, cette molécule peut ensuite être décarboxylée, redonner une molécule en C3 juste à côté de la rubisco, ce qui permet d'avoir une concentration locale de CO2 près de la rubisco qui est élevée. Et puis chez ces mêmes plantes en C4, on diminue la quantité d'oxygène parce que les chloroplastes qui sont dans la cellule possédant la rubisco, donc celle qui est tout autour des tissus conducteurs, dans la gaine périvasculaire, eh bien ce chloroplaste-là produit simplement de l'ATP parce qu'il fonctionne seulement en schéma cyclique. S'il fonctionne en schéma cyclique, les électrons sont toujours recyclés, donc il n'y a pas de système de photooxydation de l'eau libérant de l'oxygène. Donc il n'y a pas de production d'oxygène à proximité de la rubisco. Mais pour réduire du CO2, il faut des électrons. Donc bien sûr, ce métabolisme tout seul est impossible. Les autres cellules du mésophile de la feuille, hein, le mésophile c'est juste le parenchyme chlorophyllien, donc dans ce mésophile, là il y a un schéma en Z, donc dans lequel il n'y a pas de recyclage des électrons, il y a photolyse de l'eau, libérant de l'oxygène, mais il n'y a pas de rubisco dans ces cellules-là. Donc la rubisco dans une plante en C4, elle est seulement autour de la gaine périvasculaire, là où l'oxygène n'est pas produit parce qu'on fonctionne en schéma cyclique, et là où le CO2 est localement important parce que la molécule en C4 se réoxyde, se carboxyle et redonne du CO2. Est-ce qu'on a quelque chose d'équivalent chez les algues? Bien en fait non, on n'a pas ce système de séparation du métabolisme en deux cellules. On a autre chose qu'on a déjà vu du point de vue structural qu'on appelle un pyrénoïde. Parce qu'en fait le problème est un peu différent en milieu aquatique. Donc le problème c'est toujours que le CO2, c'est ça le substrat de la rubisco a un site de reconnaissance du CO2, et bien en milieu aquatique le CO2 est aussi peu
concentré parce que c'est seulement sous forme dissoute qu'il est reconnu par la plante. Or, cette dissolution, elle prend du temps, donc on n'a pas énormément de CO2 dissous qui est présent dans l'eau. Et puis ensuite, quand le CO2 se dissout, en plus, il réagit avec l'eau et il donne des ions hydrogénocarbonates. Et ces ions hydrogénocarbonates, à cause de leur charge, elles ne peuvent pas du tout entrer dans le site de fixation des substrats de la Rubisco. Donc le problème, ce n'est pas qu'il n'y a pas beaucoup de carbone, c'est que ce carbone, en fait, il n'est pas reconnu. En milieu aquatique, il n'est pas reconnu par la Rubisco. Donc vous voyez que la problématique est différente des angiospermes. Les angiospermes, il n'y a pas beaucoup de CO2 quand il fait sec parce que les stomates se ferment, alors que là, c'est chronique. Il y a tout le temps peu de CO2 dissous parce que la forme majoritaire de CO2 dans cet écosystème, c'est sous forme d'ions hydrogénocarbonates. Donc la Rubisco fonctionne très lentement en milieu aquatique, on estime à peu près au quart de la vitesse maximum, tout simplement parce qu'elle rencontre assez rarement du CO2 dissous. Alors en quoi est-ce que la formation de ces amas d'amidon, dans lesquels il y a aussi des amas de Rubisco, améliore la photosynthèse chez les algues aquatiques en formant ce qu'on appelle un pyrénoïde, qu'on avait vu en TP avec l'exemple de la spirogyre. Donc chez la spirogyre, c'est tout ça le chloroplaste, c'est un grand chloroplaste spiralé, il y en a souvent deux qui forment une double hélice, et à certains endroits de ce chloroplaste, il y a des amas d'amidon. Voilà. C'est ça que nous avons vu puisque nous avons coloré au Lugol, mais la microscopie électronique nous dit pas seulement d'amidon, il y a aussi des choses opaques aux électrons. L'amidon, comme tous les glucides, c'est gris en microscopie électronique. Là, il y a des amas noirs. S'il y a des amas noirs, il y a une protéine, et cette protéine, c'est la Rubisco. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement qu'un pyrénoïde? Donc, on a vu en microscopie électronique, dans un pyrénoïde, il y a un thylakoïde. Et autour de ce thylakoïde, on voit de l'amidon et de la Rubisco. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est en quoi ça résout le problème de la faible quantité de CO2 à proximité de la Rubisco. Donc pour ça, il faut s'intéresser à la transformation du CO2 à partir du moment où il rencontre l'eau et puis jusqu'à sa rencontre avec la Rubisco. Donc la première possibilité, c'est il est présent sous forme de CO2 dissous, auquel cas il traverse les membranes plasmiques en faisant des liaisons de Van der Waals avec les lipides, et il traverse comme ça toutes les membranes, et là, pas de problème, il peut peut-être directement réagir avec la Rubisco. Donc ça, on sait que ça existe, mais ça fait que la Rubisco, elle fonctionne qu'à un quart de sa vitesse maximum. L'autre situation, beaucoup plus fréquente, c'est que ce CO2 a déjà réagi avec l'eau, et s'est transformé en ion HCO3-. Auquel cas déjà son entrée dans la cellule pose problème puisqu'il est chargé, il ne passe pas la membrane lipidique, il y a déjà un transporteur et c'est un transport actif. Donc ce transport actif, il permet d'accumuler les ions HCO3- dans le cytoplasme de l'algue. Et il y a encore une nouvelle série de transporteurs. Alors ici, il est mal dessiné. Un transporteur qui traverse deux membranes, ça n'existe pas. Il est en fait sur la membrane interne du chloroplaste, puisque la membrane externe contient des pores. Et c'est le même système, un transport actif, qui accumule les ions HCO3- dans le chloroplaste. Et puis, on a encore accumulation des ions HCO3- parce qu'on retrouve ici une enzyme célèbre, l'anhydrase carbonique. On la verra aussi dans les hématies. Donc cette anhydrase carbonique, c'est elle qui catalyse la réaction dans les deux sens, comme toujours, de transformation du CO2 en ion HCO3- ou réciproquement, mais ici on est dans le stroma, donc on a catalyse de la réaction, CO2 donne les ions HCO3-, et le devenir de ces ions HCO3-, c'est qu'il y a des transporteurs qui permettent à ces ions HCO3- de rentrer dans le fameux thylakoïde. Donc à quoi sert ce thylakoïde? Il sert à accumuler les ions HCO3- qui ont eux-mêmes été accumulés par des systèmes de transport actifs ou par conversion du CO2 en ion HCO3-, qui désormais ne peut plus sortir du thylakoïde.
Alors c'est peut-être intéressant parce que ça fait une source de carbone un peu plus concentrée que l'eau environnante, mais ça ne résout pas le problème puisque les ions HCO3- ne sont pas reconnus par la Rubisco. Qu'à cela ne tienne, on a à nouveau de l'anhydrase carbonique dans le thylakoïde. Cette anhydrase carbonique, elle peut transformer les ions HCO3- accumulés en CO2. Ce CO2, lui, il ressort sans aucun problème du thylakoïde puisqu'il passe à travers les lipides et il rencontre la Rubisco, dont on a dit qu'elle était justement à proximité de ce thylakoïde central. Donc pour la Rubisco, tout se passe comme si son environnement était riche en CO2 puisque les ions HCO3- sont retransformés en CO2 juste à côté de la Rubisco. Or, vous savez qu'il y a très peu d'oxygène dissous dans de l'eau. Donc, on n'a pas tellement le problème d'accumulation d'oxygène. Certes, le chloroplaste fournit un peu d'oxygène par la photosynthèse, mais il n'en fournit pas tellement. Le système de concentration des ions HCO3- dans le thylakoïde et de reconversion en CO2, lui, augmente radicalement la quantité de CO2. Donc, le rapport CO2 sur O2 à proximité de la Rubisco est très élevé, ce qui limite la photorespiration, bien que il y a en fait très peu de CO2 dissous dans l'eau. Et grâce à ça, la Rubisco fonctionne et elle produit de l'amidon. Et donc c'est pour ça que dans la même zone, on va trouver un amas d'amidon et de Rubisco, parce que la Rubisco produit, pendant toute la période d'éclairement, elle produit de l'amidon juste à proximité. Et c'est ça qui forme le pyrénoïde, c'est la Rubisco associée étroitement au thylakoïde central qui produit ce gros amas d'amidon. Il va sans dire qu'arrivé la nuit, l'amidon sera consommé et donc la taille du pyrénoïde va effectivement se réduire. Donc on voit que fonctionnellement c'est la même chose qu'une plante en C4. Finalement il y a des enzymes particulières et ici des transporteurs particuliers qui permettent qu'à proximité de la Rubisco il y a un environnement riche en CO2, mais ça ne se fait pas du tout par les mêmes enzymes. Ici, c'est l'anhydrase carbonique, il n'y a pas de PEP carboxylase dans ce système. Et ici, c'est par conversion des ions HCO3-, donc c'est un système complètement différent. On reste dans des molécules minérales chez les algues. Donc il pourrait être intéressant, si vous vous faites une fiche, de faire un schéma comparatif entre la plante en C4 et le système de pyrénoïdes chez les algues pour montrer les stratégies de limitation de la photorespiration en milieu aérien d'une part, plante en C4, en milieu aquatique d'autre part chez les algues. Alors ces pyrénoïdes ne sont pas toujours présents. En TP, si vous vous rappelez, je vous avais demandé d'extraire des spirogyres à partir d'un flacon qui était très éclairé. Et puis en plus, on avait mis une petite pincée d'hydrogénocarbonate, on avait mis un petit peu de bicarbonate de sodium, pour être sûr qu'il y ait beaucoup d'ions HCO3- et pour que les pyrénoïdes se forment. C'est parce que le pyrénoïde est quelque chose de très variable. Si on avait soufflé plusieurs fois dans ce flacon, eh bien les pyrénoïdes auraient disparu. Parce que quand la quantité de CO2 augmente, il y a arrêt de la production d'anhydrase carbonique, autant dans le stroma que dans le thylakoïde central, et on n'a plus ce système d'accumulation de la Rubisco à proximité du thylakoïde central. À ce moment-là, elle diffuse largement dans tout le stroma et les amas d'amidon sont, comme dans une plante angiosperme, répartis un petit peu partout dans le chloroplaste. Donc c'est quelque chose qui est très plastique et qui est très sensible à la quantité de CO2 dissous à un moment donné, à un endroit donné. Donc on se demande si les pyrénoïdes ont un avenir avec le système de changement climatique où on a une augmentation du CO2 dans l'atmosphère et donc de plus en plus de CO2 dans les eaux de surface planctoniques. Eh bien peut-être qu'arrivé à une certaine dose, on verra de moins en moins souvent des pyrénoïdes. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour faire le schéma comparé de la limitation de la photorespiration chez les plantes en C4 et chez les algues. À bientôt!